Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire interbranche organisé par l'OPCO des entreprises de proximité dédié aux enjeux de la transition écologique et énergétique pour les entreprises et les salariés des 54 branches de l'OPCO. Je me présente Nicolas Lagrange, je suis journaliste à l'agence de presse AEF Info qui couvre à la fois les enjeux RH, emploi, formation et les enjeux de développement durable et de RSE. Et je suis avec Karine Brunel, responsable du service formation professionnelle continue et alternance de l'OPCO. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, au menu de ce webinaire, des témoignages, des expertises, des outils, des ressources, mais aussi la possibilité pour vous de poster des questions ou des commentaires dans l'onglet chat en bas à droite. On va également vous proposer des quiz, c'est dans l'onglet sondage en bas à droite également. On commence d'ailleurs ce webinaire par un premier quiz qui normalement donc devrait s'afficher sur votre écran, sinon vous allez sur cet onglet sondage. Première question qui vous est posée, selon vous, les enjeux de la transition écologique et énergétique constituent au plan économique pour les entreprises, plusieurs réponses possibles, une source importante de coûts supplémentaires, une contrainte inutile avec peu ou pas d'impact économique, une source importante d'économie, une opportunité stratégique de développement économique, et vous pouvez cocher sans opinion. Donc, on va vous laisser quelques dizaines de secondes pour faire votre choix. Donc, vous êtes en train de tous de participer et de choisir l'une de ces réponses. Donc, première question autour de votre perception vis-à-vis de ces enjeux de transition écologique et énergétique, perception au plan économique plus particulièrement. Donc voilà, on vous laisse encore une dizaine de secondes pour faire votre choix et puis on va pouvoir afficher les résultats. Donc, on va pouvoir énoncer les résultats. Vous êtes, pour les 2/3 d'entre vous, les enjeux de transition écologique et énergétique constituent une opportunité stratégique de développement économique. Pour 20%, c'est une source d'économie. Pour 11% d'entre vous, une source de coûts supplémentaires. Et 4% d'entre vous seulement sont sans opinion. Un mot de commentaire, Karine, j'espère qu'au niveau du son, vous avez retrouvé la possibilité d'avoir un son correct sans écho. Oui, alors effectivement, bonjour à tous et à toutes. On vous a proposé ce quiz parce que la transition écologique et énergétique n'est effectivement pas toujours vue comme un levier économique, mais il semble qu'au vu des réponses pour vous déjà, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, c'est bien le cas, donc c'est plutôt positif. Alors effectivement, la transition écologique et énergétique peut être l'opportunité de réaliser des économies d'énergie, certains l'ont effectivement évoqué, rechercher de nouveaux clients, identifier de nouveaux marchés, ça peut être aussi une stratégie de différenciation ou un moyen de générer de l'attractivité pour les métiers, voire de fidélisation des salariés. Et c'est effectivement ce qui va être mis en évidence à l'occasion des différents témoignages que vous allez entendre. Merci Karine. Alors pour ce 6e webinaire proposé par l'OPCO, on va accueillir 3 représentants d'entreprises. Caroline Gaborio qui va nous rejoindre à l'écran, boulangère dans les Deux-Sèvres. Kathleen Dolby qui travaille dans un groupe de marailleurs et de primeurs dans l'Allier. Et Jean-Marc Tillet qui est DRH dans une société de prestataires de services à Dijon. Donc les 3 vont nous rejoindre et puis on va accueillir également 3 conseillers de l'OPCO des entreprises de proximité des 3 régions concernées, Sandra Grelier, David Perret et Sabrina Veiro. Alors bonjour à tous, je vais faire les présentations avec un petit tour d'écran. On va commencer par vous, Jean-Marc Tillet, bonjour. Bonjour Nicolas.
Vous êtes DRH de la Planchette Financière. C'est une TPE de 10 salariés à Dijon, en région Bourgogne-Franche-Comté, qui fait partie de la branche des prestataires de services. Votre société appartient à Transarc. C'est un groupe de PME spécialisé dans les transports de personnes par bus et autocar, qui emploie près de 2000 salariés, énormément de PME. Et les 10 collaborateurs de votre société mettent leur expertise, management, gestion, RH, technique, logistique, etc., au service de toutes les PME du groupe, avec, on le verra, des enjeux de transition écologique et énergétique très forts dans le secteur du transport et pas mal de leviers d'action que vous mettez déjà en œuvre. Vous êtes accompagné sur vos projets par Sabrina Veiro. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors Sabrina, vous êtes conseillère de l'OPCO EP en Côte d'Or et vous accompagnez effectivement la société dans ses projets liés aux enjeux de transition écologique et énergétique. Vous nous parlerez donc des entretiens que vous avez avec l'entreprise, des dispositifs qui ont pu être mobilisés d'ores et déjà. On poursuit le tour d'écran avec Kathleen Doby. Bonjour. Bonjour Kathleen Doby, vous nous entendez ? Kathleen Doby, bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Alors, on reviendra à vous tout à l'heure, Kathleen Doby. Vous êtes technicienne QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, au sein du groupe Fayet Investissement à Vanda, dans l'Allier. C'est en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un groupe spécialisé dans les produits de la marée et dans le secteur des primeurs, qui emploie 80 salariés répartis dans 6 sociétés. Vous êtes présent dans l'Allier historiquement, mais aussi à Lyon, Arcachon et Boulogne-sur-Mer, avec plusieurs actions nouvelles pour réduire votre empreinte carbone, fidéliser les clients et générer des économies. Et le conseiller qui vous accompagne est David Perret. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour. David, vous nous parlerez également des échanges avec l'entreprise, des enjeux que vous avez pu identifier, des formations, des accompagnements proposés. On poursuit le tour d'écran avec Caroline Gaborio. Bonjour. Bonjour. Alors Caroline, vous êtes boulangère à La Forêt-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine. Après l'incendie de votre boulangerie en 2022, vous employez alors 12 salariés. Vous avez ouvert un nouveau commerce en 2024 dans un autre lieu avec cette fois 20 salariés et avec de nombreuses initiatives liées à la transition écologique et énergétique, de nouveaux produits, de nouveaux services, un rebond économique particulièrement réussi, vous nous raconterez. Et c'est Sandra Grelier, conseillère OPCO EP dans les Deux-Sèvres, qui vous accompagne. Bonjour Sandra. Bonjour. Et Sandra, vous nous parlerez également de l'accompagnement des outils, des dispositifs qui peuvent être mis en place pour outiller les entreprises et les aider dans leur stratégie de rebond économique ou de développement. Alors, on revient vers Karine Brunel. Karine, la clé d'entrée dans les enjeux de transition écologique et énergétique, c'est d'abord et avant tout le conseiller avec à sa main un outil de positionnement destiné à l'entreprise qui s'appelle le réflexe TEE pour transition écologique et énergétique. Ça fonctionne comment ? Oui, effectivement. Donc, la clé d'entrée est bien effectivement un outil qui s'appelle un réflexe chez nous, donc qui est un prédiagnostic transition écologique et énergétique. L'élément clé de cet outillage qui est proposé aux entreprises est en fait bien le conseiller qui, à l'occasion d'un rendez-vous, va, dans le cadre d'une phase de sensibilisation, en fait, faire l'évaluation du degré de maturité de l'entreprise sur la transition écologique et énergétique, d'une part, et puis, à l'issue donc de cette analyse, proposer un accompagnement qui peut se mettre en place dans 3 temps, une phase de sensibilisation, une phase de diagnostic accompagnement et une phase de formation. Au niveau du réflexe donc, qui est proposé, de l'outil réflexe qui est proposé aux entreprises, il y a 5 thèmes donc, qui sont effectivement abordés. Le premier thème, c'est les pratiques des entreprises et de leur engagement stratégique autour de la transition écologique et énergétique. Également, tout ce qui concerne la gestion des déchets et le recyclage, la gestion des ressources et les locaux,
les achats durables et la mobilité. Parmi donc les questions qui sont proposées, il y en a une trentaine environ, avec, je vais vous donner quelques exemples. Premier type de question, la direction est formée à la transition écologique et connaît les risques que font peser les enjeux de la transition écologique sur son activité. Deuxième typologie de question, l'entreprise mesure et cherche à réduire sa consommation d'énergie. Troisième typologie de question, l'entreprise privilégie des fournisseurs locaux ou les circuits courts. La durée approximative de ce type d'approche est d'environ une vingtaine de minutes, ce qui permet rapidement d'avoir un peu un état des lieux de ce degré de maturité. Et effectivement, par la suite, l'idée est que le conseiller puisse vous accompagner au mieux par rapport à différents propositions d'offres de services qu'on peut mettre en place, sur lesquelles je vais revenir par la suite. Mais voilà, donc déjà, ça donne un petit peu une trame et on va vous mettre en lien également la liste des conseillers qui peuvent vous accompagner sur l'ensemble des territoires, parce qu'effectivement, les conseillers sont répartis sur l'ensemble des territoires national, de façon à ce que vous puissiez prendre contact directement avec eux pour ce premier état des lieux de la situation de votre entreprise. Merci Karine. Et d'ailleurs, le lien, effectivement, a été posté. Certaines des entreprises ici présentes ont suivi d'ailleurs ce réflexe transition écologique énergétique. On va entrer dans les enjeux opérationnels des 3 entreprises représentées aujourd'hui. On va commencer par vous, Caroline Gaborio. Je le disais tout à l'heure, le tournant malheureux pour votre activité, c'est l'incendie de votre boulangerie en septembre 2022. Un événement qui vous a poussé à réfléchir différemment à l'avenir pendant plusieurs mois, pendant presque 1 an et demi. Quelles questions vous êtes-vous posées? Quelles étaient les problématiques auxquelles vous aviez à répondre? Quand l'incendie a eu lieu, première problématique qui était d'actualité, c'était le coût de l'énergie. On était en plein dans les moments où l'électricité, le coût de l'électricité flambait. Donc, première réflexion, c'était de se dire comment faire pour, quand on va rouvrir, réussir à contenir ce coût. Donc, il y avait plusieurs pistes. Il y avait, donc, il fallait qu'on rachète du matériel. Donc, l'idée, c'était de prendre le temps de choisir et de trouver du matériel qui soit peu énergivore ou moins énergivore. Ça, c'était une des premières pistes. Après, il fallait qu'on rachète un véhicule. Donc, deuxième piste, c'était de se tourner, puisque c'est pour faire peu de kilomètres, plus vers un véhicule électrique. Et puis après, sur les coûts de l'énergie, il y avait aussi la mise en place de panneaux solaires qui pouvaient nous aider à alors pas être en autosuffisance parce qu'une entreprise consomme beaucoup trop d'énergie pour ça, mais en partie sur certains postes, comme nous c'est le cas là maintenant, par exemple, notre production d'eau chaude est gérée par les panneaux solaires, quoi. Donc rapidement, finalement, vous êtes dans un secteur, la boulangerie-pâtisserie, qui souffre depuis quelques années, qui est un peu en perte de vitesse. Les reventes sont compliquées, parfois même impossibles. Néanmoins, vous avez rapidement acquis la conviction qu'il fallait à nouveau ouvrir un commerce et recommencer, mais ailleurs. Oui, alors je pense que c'est un peu le tempérament de moi et de mon époux. Ça fait 25 ans qu'on est installés et on a souvent l'habitude de dire que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, et puis on avait derrière nous aussi une équipe de salariés quand même. Donc ne serait-ce que pour eux, on ne pouvait pas baisser les bras. Et voilà, donc on s'est plongé corps et âme pendant ce temps libre qui nous a été un peu imposé. Pour essayer de mettre des choses en place, pour essayer d'améliorer ce qu'on faisait déjà avant. Et puis, on s'est dit, si on doit mettre des choses en place, il faut les mettre en place dès la réouverture parce qu'en fait, changer les habitudes de nous, des salariés, c'est pas toujours évident parce qu'on est dans une certaine routine, tout ce temps qu'on est. Donc, on a essayé de mettre en place dès notre réouverture. Pour ça, on s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner par les chambres consulaires, la CCI, la Chambre des métiers. On s'est fait accompagner par l'AGLO, qui a des services aussi, notamment pour les déchets, des choses comme ça. Donc, on a essayé de s'aider des personnes proches de chez nous qui pouvaient nous
nous aider à avancer, nous conseiller sur comment faire et ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait mettre en place. Oui, et ce qui est particulier d'ailleurs, Sandra Grelier, vous qui avez accompagné la boulangerie et Caroline Gaborio, c'est que sur ce territoire, il y a déjà des partenariats un peu historiquement avec des liens assez forts entre les acteurs qui peuvent permettre de renvoyer d'un acteur vers un autre en fonction de qui est le plus compétent. Oui, c'est exactement cela. Dans le nord de Sèvres, autour du territoire bressurais, donc, dont dépend la boulangerie Gaborio, il y a un tissu qui est très dynamique, c'est-à-dire que les acteurs travaillent énormément ensemble. France Travail, les missions locales, d'ailleurs, qui sont situées géographiquement juste à côté, mais aussi donc, les chambres consulaires. Il y a plusieurs organismes sur le territoire brissurais qui fait que quand il y a l'agglomération aussi brissueraise, quand une entreprise vient vers un interlocuteur, chacun sait se renvoyer en fin de compte le besoin de l'entreprise vers l'interlocuteur qui est compétent, vers la compétence pour accompagner l'entreprise, parce qu'in fine, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins de l'entreprise. Oui. Caroline Gaborio, d'ailleurs, il y a une question posée par un participant qui nous dit pourquoi les entreprises n'ont pas le réflexe de contacter des architectes qui sont des professionnels de la conception et du bâti énergétique. Dans votre cas, vous avez fait appel à un professionnel pour penser vos nouveaux locaux? Alors, nous, on a la chance d'être accompagnés par notre commune, par notre mairie. Donc, les 4 murs appartiennent à la mairie. La mairie s'est fait accompagner par un architecte. Et c'est vrai que pour le coup, là, les architectes, je pense, suivent les normes et les règles qui sont imposées. Donc, un bâtiment de 500 mètres carrés, il y a l'obligation de mettre des choses en place. Voilà, ils suivent les règles. Après, pour tout ce qui est, nous, l'intérieur, et ce qu'on a mis en place, nous, sur la transition énergétique, ou on l'a fait tout seul avec mon mari et les personnes compétentes autour de nous qui pouvaient nous aider. Comme par exemple, vous voyez, on a mis en place, je crois qu'on est la première boulangerie en Deux-Sèvres à être zéro déchet. Ça, on l'a mis en place avec la Chambre des métiers et le service déchets de l'agglo. Et finalement, on se retrouve à travailler que par des composts et le tri des emballages. Donc, oui, effectivement, c'est une suggestion intéressante de pouvoir contacter des professionnels pour, notamment quand il s'agit de nouveaux locaux. On verra tout à l'heure, Caroline, ce que vous avez pu mettre en place comme nouveaux produits, nouveaux services. On va faire un focus sur une deuxième entreprise de mareyage et de primeur que David Perret, conseiller à l'OPCO-EP, dans l'Allier, vous avez accompagné. Alors, David Perret, avant l'arrivée de Kathleen Doby, vous aviez pu échanger en fait avec la responsable RH et vous aviez pu déjà mesurer la volonté du groupe d'engager une démarche de développement durable. Oui, tout à fait. Donc on a échangé avec cette responsable pour faire un premier diagnostic de positionnement. Alors ça s'est fait en plusieurs temps et j'ai pu remarquer en effet le côté volontariste des dirigeants pour accélérer une démarche dans la transition écologique et écologique et énergétique, pardon. Donc on a identifié ensemble plusieurs points. Donc la responsable RH était la personne référente du sujet jusque-là. Mais bon, avec la charge de travail, elle s'est rendue compte que ce n'était pas évident de pouvoir mener à bien les premiers points identifiés. Donc elle a eu recours à l'embauche d'une technicienne QHSE, qualité environnement, pour pouvoir monter en puissance sur ces aspects-là en janvier 2024. D'accord. Donc, Et puis ensuite, vous avez eu une série d'échanges avec l'entreprise. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, c'est un groupe de 80 salariés. Il y a 6 sociétés différentes. C'est à la fois du mareyage, des produits de la marée et des activités de primeur. Quels sont, lorsque vous avez échangé avec les dirigeants, quels sont les enjeux des différentes entreprises du groupe au regard des impacts de la transition écologique énergétique? alors on a rapidement identifié plusieurs points, notamment donc une grosse facture énergétique liée à la gestion du froid, hein, pour la préservation des aliments.
l'impact également du coût de transport de l'activité. Donc, il faut pouvoir rapatrier les produits vers les centres situés au centre de la France à partir de Boulogne-sur-Mer ou d'Arcachon. On a également des contraintes réglementaires et environnementales. Par exemple, le golfe de Gascogne peut être fermé à certaines périodes de l'année en lien avec des mesures de protection des dauphins. Donc, l'activité de pêche est ralentie. Il y a une baisse d'activité sur certaines des sociétés du groupe. Et de fait, il y a besoin de diversifier les produits, de développer de la vente de proximité et de rationaliser finalement l'ensemble des activités de l'entreprise. Merci David pour cette mise en perspective. Pour planter le décor, Kathleen Dolby, vous êtes arrivée en janvier 2024 en tant que technicienne donc QHSE, avec le souhait aussi de donner à votre poste un rôle de moteur sur ces enjeux de transition écologique énergétique. Il y a eu à l'été dernier une forte impulsion d'un réseau de grossistes alimentaires dont fait partie l'une des sociétés de votre groupe. Ce réseau de grossistes, c'est Vivalia. L'objectif était d'obtenir un label RSE et ça a été assez moteur finalement de chercher à obtenir ce label. Selon quelles modalités avez-vous commencé à entamer des démarches? Eh ben, en fait, la société basée à Lyon est adhérente du réseau Vivalia. Et en fait, afin de pouvoir répondre à nos grands comptes qui sont moteurs dans la partie RSE, Vivalia a souhaité en fait emmener tous ses adhérents sur ce domaine-là. Et en fait, avec l'accompagnement de l'ADEME, de former les équipes de chaque société pour après pouvoir mettre en place une démarche acte pas à pas dans chaque entreprise et en fait de parler un peu le même discours auprès de nos grands comptes. Pour être concret, en fait, ça s'est déroulé comment cette formation? C'était sous quelle modalité, avec quel financement, quel reste à charge? Alors, la formation, elle a eu lieu avec l'ADEME sous forme de visio. Et le reste à charge pour l'entreprise était de 1 000 € à peu près pour la formation. Et après, tout 1 000 €, hein, c'est ça? Oui, tout l'accompagnement par EcoCE2 qui nous accompagne au quotidien pour mettre en place cette démarche au sein de notre société, c'est pris en charge par Et ça vous a permis finalement, cette formation sur 3 jours, ensuite d'engager un plan d'action, une série de réflexions pour petit à petit instiller la RSE dans toutes les sociétés du groupe? Alors, en fait, durant ces 3 jours, ça nous a vraiment donné en fait, les outils pour pouvoir mettre en place cette démarche, de savoir un peu utiliser tous les outils de la démarche acte pas à pas. Mais après, on n'est pas tout seul pour pouvoir utiliser ces outils-là. On est accompagné par EcoCE2 qui, en fait, font avancer les entreprises au même rythme. C'est-à-dire que le prérequis pour pouvoir se lancer dans cette démarche, c'était de mettre en place le bilan carbone, chose qu'on a fait. Après, de faire un état des lieux de notre société sur l'avancement d'une démarche RSE. En fait, on avance tous au même rythme. Et en fait, c'est Vivalia qui est un peu le chef d'orchestre de cette démarche-là. Merci Kathleen. Donc, une intervenante nous dit « Je n'ai pas compris le montant du reste à charge, c'était 1 000 €. » Oui. Alors, troisième focus avec vous, Jean-Marc Tillet, donc DRH d'une société faisant partie du groupe Transarc. Votre société, c'est 10 salariés. Le groupe Transarc, c'est 2000 salariés, groupe de transport par autocar, par bus. Forcément, ça fait plusieurs années que le groupe s'est emparé des enjeux de transition écologique. Ce sont des enjeux qui, pour ce secteur du transport de voyageurs, sont de plus en plus incontournables. Pour quelles raisons? Expliquez-nous. Eh bien, oui, Nicolas, vous avez absolument raison. On travaille pour des clients qui sont très polluants. Et ce sont de gros polluants, une industrie très polluante, le transport par autocar. C'est une source importante d'émissions de carbone. On a de nombreux véhicules, enfin nos clients ont de nombreux véhicules et puis bien sûr les consommations de carburant qui sont très importantes. On parle de millions de tonnes
de carburant chaque année. Donc en fait, l'enjeu, il est avant tout de pouvoir répondre aux exigences croissantes de nos clients, des collectivités locales dans le cadre des appels d'offres, les communautés de communes, les régions qui passent des appels d'offres en transport scolaire, le ramassage scolaire dans nos campagnes, et qui demandent des véhicules de plus en plus propres, de plus en plus soucieux de la transition écologique. On a vu des demandes d'abord au GNV, au gaz naturel, puis les véhicules hybrides, et puis maintenant les véhicules électriques. Donc on voit que l'exigence est croissante. Avec, depuis 2020, une exigence de s'inscrire, je dirais, dans un cadre très contraint. La démarche EcoVadis, par exemple, c'est absolument indispensable dans notre secteur d'activité. Oui, et puis finalement, il y a un certain nombre de labels aussi qui peuvent aider, d'organismes, Objectif CO2 en 2023, ISO 9001 sur le management par la qualité. On peut aussi citer une adhésion à une communauté, la communauté du coq vert, qui permet à des dirigeants particulièrement engagés de faire avancer ces enjeux-là. Au fil des années, Jean-Marc Tillet, vous avez pu travailler avec les différentes PME du groupe sur de nouveaux matériels, de nouveaux carburants, également sur l'optimisation des trajets. Et j'aimerais que vous puissiez illustrer ces avancées et ces changements. Ah oui, la transition, on l'a vu arriver très progressivement. On a eu une accélération, en tout cas 2024, et puis cette année 2025 avec l'électrique et puis le rétrofit. Mais je dirais que on va travailler essentiellement sur des véhicules d'abord récents, tous normes Euro 6, qui consomment très peu de carburant, une moyenne d'âge de 4 ans dans le parc, ce qui est très peu par rapport à nos concurrents. On va évidemment travailler avec les conducteurs qui vont maîtriser leur consommation. On va optimiser les kilomètres à vide, on va générer moins de dépenses énergétiques, travailler sur la capacité des véhicules, pas mettre des grands véhicules là où il n'y en a pas besoin. Travailler en fonction du nombre de passagers, bien sûr, et puis avoir un système de maintenance préventive, plutôt que curative, un petit peu ce qui est tiré de l'aéronautique, de l'entretien des avions. Alors, on utilise ça pour avoir des véhicules qui soient les plus efficaces que possible. Donc, maintenance préventive, ça veut dire que les techniciens ne sont pas forcément sur place, mais peuvent, par un système à distance, finalement, déjà conseiller, faire du repérage parfois de panne ou de dysfonctionnement. Oui, alors préventif, ça veut dire surtout qu'on va savoir où sont les pièces techniques qui vont être en surchauffe ou qui vont consommer et polluer. Donc ces pièces-là, on a un plan pour les entretenir avant qu'elles tombent en panne. Et ensuite, effectivement, avec des nouvelles technologies, on a pu mettre en place des lunettes à réalité augmentée pour que nos techniciens qui sont à Lons-le-Saunier dans le Jura puissent driver, nos experts à Lons puissent driver des techniciens qui sont un peu partout en France. Sabrina Vairo, vous avez pu accompagner la société, le groupe, avec notamment une proposition d'une formation pour monter en compétence sur les enjeux de développement durable et de RSE, c'est-à-dire? C'est ça, mais en fait, j'accompagne la planchette financière depuis 2020, donc on était en pleine période du Covid, si on remonte un peu l'histoire, et puis ils avançaient sur ces enjeux-là de développement durable au fil de l'eau, puisque c'est leur stratégie prioritaire, et en fait, en 2023, le besoin de formation de leurs responsables relations institutionnelles et chargés des appels d'offres s'est fait sentir. En fait, on a détecté ce besoin pour une formation un peu capée sur les enjeux de la RSE et du développement durable. On a trouvé une formation en lien avec ce sujet-là délivrée par l'AFNOR qui en plus permettait de balayer toutes les normes ISO 26000 qui regroupe tous les enjeux RSE, environnement, éthique, social, etc. Et donc, comme la planchette financière accompagne des entreprises du transport soumises à des appels d'offres publics, il est prioritaire pour eux qu'ils aient un fort positionnement et une identification forte auprès des donneurs d'ordre publics. Et donc, nous, on a saisi l'opportunité de la mobilisation à l'époque. On avait du FNE formation, ce qui nous permettait de soutenir l'investissement de l'entreprise à ce moment-là sur cette action de formation qui l'a rendue accessible parce qu'on sortait quand même d'une période assez compliquée. Donc voilà, on a pu, la responsable chez eux, relations institutionnelles et RSE, a pu bénéficier d'une formation de un peu plus de 70 heures, je crois, avec une certification à la clé, etc., qui a bénéficié d'un fort cofinancement, quoi.
Alors, autre formation, on revient sur le groupe de mareyage et de primeurs, Kathleen Doby. Votre périmètre, en fait, il porte sur 6 sociétés du groupe. Il y a 2 TPE en particulier qui regroupent une dizaine de salariés chacune, Auvergne Marais et Arcachon Marais, activité de mareyage, de grossistes en produits de la mer. Et vous avez pu, pour faire avancer ces sujets de RSE, suivre une formation de référente transition écologique énergétique de 9 heures, proposée, financée par l'OPCO. Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que vous avez appris? Eh ben, on a eu 4 heures en présentiel avec une personne de la Chambre des métiers, où on a abordé tous les thèmes de l'environnement, touchant à l'électricité, au tri des déchets, à l'eau. Et après, on avait un accompagnement individuel par visio, où on pouvait axer en fait notre travail sur quoi on voulait travailler durant cet accompagnement. Et au sein de Auvergne-Marais et donc Arcachon-Marais, on a souhaité en fait axer notre travail sur la partie électricité, car c'est là où on a le plus gros de nos dépenses en fait. Oui, vous aviez déjà mis en place certaines actions, ça vous a permis de conforter vos connaissances, de découvrir de nouvelles dimensions? Oui. Oui, ça m'a conforté dans ce qu'on avait commencé à mettre en place, notamment au niveau du tri des déchets, qu'on était sur la bonne voie, qu'on pouvait encore s'améliorer, notamment en optimisant le transport, en gérant un peu mieux le tri dans nos bennes. Et après, on avait vraiment un axe de travail sur la partie électricité où on pouvait travailler encore davantage. Oui. Et c'est sur ça qu'on a souhaité travailler. Merci David Perret. Cette formation, c'était une formation interbranche, donc qui s'adressait potentiellement aux entreprises des 54 branches qui composent l'OPCO. Quels ont été les retours des participants à la formation? Alors, les retours étaient positifs parce qu'on a une opération qui était très concrète finalement. Les référents salariés des entreprises ont pu bénéficier au niveau collectif d'outils pour travailler en mode projet. Donc réunir les parties prenantes, monter un plan d'action, voilà, vraiment déterminer des délais par exemple. Et puis en partie individuelle, ils ont eu des accompagnements des outils, on va dire, très individualisés pour permettre de concrétiser justement les intentions d'action, au moins d'initier des actions sur les thématiques retenues. Oui, alors c'est intéressant, il y a une question d'un participant qui demande le nom de la formation. Karine Brunel, vous venez de répondre à l'instant, hein, c'est référent transition écologique et énergétique. Alors, justement, Karine, est-ce que cette formation, aujourd'hui, elle est disponible? Parce qu'on a parfois des formations qui peuvent être ponctuelles. Et quels sont vos projets en la matière sur ce type de formation? Alors oui, effectivement, on va mettre en place cette formation dans le cadre de notre programme d'offres d'action de formation collective, dont une partie va concerner la transition écologique et énergétique. Et effectivement, une de ces formations sera celle de référent transition écologique et énergétique, parce qu'effectivement, et ça vient d'être dit, cette personne est un acteur clé au sein de l'entreprise pour travailler sur la transition écologique et énergétique, est un facilitateur auprès des acteurs à la fois internes et externes de l'entreprise, notamment pour embarquer aussi les salariés vers les changements de pratiques. Il faudra attendre quelques mois? Aujourd'hui, elle n'est pas disponible, mais elle le sera dans quelques mois? Oui, elle sera a priori disponible à partir du mois d'octobre, mais de toute façon, une communication large sera faite auprès des entreprises à ce moment-là pour en donner les modalités, mais je donnerai un peu plus de détails sur la dernière partie du webinaire. Merci Karine. Kathleen Doby, je reviens vers vous. À la suite de cette formation, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, par exemple? Sur quel sujet avez-vous pu travailler?
Alors, nous, on a décidé de travailler sur le froid pour essayer d'optimiser notre consommation électrique sur nos groupes froids. Pour cela, en fait, on s'est rapproché de notre prestataire de froid avec qui on travaille depuis plusieurs années. En leur demandant tout simplement comment on pouvait faire, comment on pouvait améliorer notre installation déjà présente. Et en fait, ils nous ont proposé d'installer une HP flottante sur nos groupes déjà existants. Donc, HP, c'est haute pression flottante. Hein. Oui, c'est ça. En fait, ça permet de réguler la pression de la condensation des groupes froids par rapport à la température extérieure. Et en fait, ça permet de réduire le temps de fonctionnement en fait, des organes, des groupes. En fait, voilà, ça permet de mieux gérer en fait l'installation, de la faire démarrer vraiment quand il y en a besoin, de limiter en fait les à-coups aussi au niveau de la mise en marche, etc. Et ça permet de faire un gain au niveau énergétique, pouvant avoir un impact sur notre facture et qui peut atteindre 20% d'économie à l'année. 20% de coût énergétique en moins, mais l'installation en elle-même, le coût est supportable ou c'est un gros investissement la première année? Alors en fait, c'est l'installation d'une HP flottante et de variateurs. En fait, ça va générer des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Voilà. En fait, le dossier, en fait, il a été monté par notre prestataire de froid. C'est eux qui ont en fait tout calculé par rapport aux fiches C2E. Et en fait, le montant de l'installation, on en avait à peu près pour 30 000 €. Et en fait, avec les certificats d'énergie, de notre poche, ça nous a coûté 5 000 €. Ah oui, donc effectivement, des aides substantielles. Autre exemple sur la gestion des déchets, lors de notre échange préparatoire, vous m'aviez dit que là aussi, vous aviez pu générer des économies importantes. Eh bien oui, parce qu'en fait, avant mon arrivée, en fait, tous nos déchets partaient dans les bennes DIB, dans le tout venant, qui étaient ramassés par la collectivité. Et en fait, début d'année 2024, on a reçu un courrier nous disant qu'il ne collectait plus les biodéchets dans les bennes. Alors, via ce courrier-là, en fait, ça nous a mis un peu la pression pour dire qu'il fallait qu'on enclenche le pas sur le tri des déchets. Et à partir de début d'année 2024, en fait, on a trié les biodéchets. On a trié tout ce qui était carton, plastique, les cerclages, le polystyrène, le bois. En fait, vraiment, on a vraiment essayé de lancer une campagne de tri au sein de l'entreprise, ce qui nous a permis de réduire d'un côté nos bennes DIB de façon assez significative. Oui, et donc des frais de collecte forcément en moins. Alors, autre entreprise, votre boulangerie, Caroline Gaborio, vous nous disiez tout à l'heure, donc avant d'ouvrir, vous avez beaucoup réfléchi aux nouveaux locaux, matériels, aux véhicules, pour à la fois réduire votre empreinte carbone, avoir une démarche responsable. Quel type de nouveaux matériels ou de nouvelles installations avez-vous décidé de mettre en place? Tous nos fours, on a fait attention à ce qu'ils soient peu énergivores. On est resté que sur de l'électricité, on n'a pas mis en place de matériel fil, par exemple. On a remis en place un four à bois. Donc en fait, nos deux énergies principales, c'est l'électricité et le bois. On a donc fait des économies aussi sur les déchets, puisque finalement les biodéchets, c'est le compost qui les prend en charge. Et donc du coup, en termes de coût d'ordure, on n'en a pas, puisqu'on n'a que le tri de tout ce qui est emballage, et puis après le compost. Donc ça nous fait à peu près une économie de 1 000 € à l'année sur des contrats pro comme ça. Oui, et avec aussi un nouveau véhicule utilitaire électrique qui, me disiez-vous, en préparant ce webinaire, c'est très pratique et très utile.
c'est très pratique, c'est très utile. Nous, on n'en a pas besoin pour faire des centaines de kilomètres par jour. C'est juste sur les communes aux alentours, donc ça nous suffit amplement. Il est toujours prêt à démarrer, même si, par exemple, ni moi ni mon mari, on est là, on n'est pas parti en congé ou je ne sais quoi, et ben c'est pas grave, nos salariés, ils vont tous à le brancher quand ils reviennent et le débrancher quand ils en ont besoin. Ils n'ont pas à se dire, il nous faut une carte bancaire, on a besoin d'essence. En termes de gestion quotidienne, c'est beaucoup plus simple. Voilà. On a aussi mis en place, dans le même esprit, donc les panneaux solaires qui nous produisent toute notre production d'eau chaude, par exemple, ce qui nous procure une certaine économie. Alors, je ne peux pas vous quantifier réellement parce que ça a été mis en place dès le début et pour le coup, pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, notre facture d'électricité mensuelle est 150 € plus élevée que le bâtiment précédent que l'on avait avant qu'il brûle. Voilà. Alors que là, on a 600 mètres carrés. 600 mètres carrés au lieu de… Bon, on en avait 450, mais là, on a beaucoup plus de matériel, on a beaucoup plus de choses qui demandent beaucoup plus de vitrines, beaucoup plus de groupes. Comme Madame parlait tout à l'heure, les chambres froides, on en a plus, les chambres de pouce aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est sur les locaux, sur les matériels, mais vous avez aussi beaucoup diversifié les produits de boulangerie, pâtisserie, en montant aussi en puissance sur le snacking. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant? Ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, on va proposer des sandwichs et salades. Alors, je pense que tout le monde a vécu cette expérience-là où finalement, on sort d'une réunion un peu tard, on arrive dans une boulangerie à 15 h, on veut un sandwich ou une salade et finalement, il n'y a plus grand-chose. Alors, soit on n'en a plus, la vendeuse ne veut pas nous en faire, soit il en reste une sorte, mais c'est pas trop ce qu'on aime. Et on est contraint de prendre ça. Et nous, on trouvait ça un peu frustrant avec mon mari. Donc, en fait, nos sandwichs, nos salades, on les fait à la demande. Chacun choisit ce qu'il a envie de mettre dedans, ce qu'il aime, ce qui lui fait envie sur le moment. Selon sa faim, selon ses goûts, selon ses habitudes alimentaires, ses régimes et je ne sais quoi. Voilà. Alors, ça a l'avantage, je pense, niveau client, de choisir ce qu'il veut et d'avoir toujours du choix, qu'il soit 7 h le matin ou 19 h le soir, finalement. Peu importe, le client a toujours le même choix. Ça a un avantage certain pour nous aussi en tant que chef d'entreprise parce que finalement, je n'ai pas de casse à ce niveau-là. Oui, je ne jette rien. Je ne jette rien. Les ingrédients ne sont pas mélangés, voilà, donc je ne jette pas. Précisément sur les fruits, d'ailleurs, c'est un des exemples où vous ne jetez rien, des fruits frais que vous réutilisez beaucoup. Oui. J'ai des pâtissiers qui sont très inventifs. Donc, par exemple, en ce moment, saison de la fraise, et forcément, on fait des gâteaux avec de la fraise, comme il y en a partout. Et puis, si les fraises sont un petit peu mûres, c'est pas grave. Ils me les recyclent et on fait des confitures maison. Voilà. Et puis, ils vont même jusqu'à l'extrême puisqu'ils m'ont sorti un sirop de fraises maison qui est fait à partir des queues de fraises. Donc là, pour le coup, on ne jette rien du tout. Donc, effectivement, il y a plein de choses qui sont faisables. Et alors, le côté encore plus atypique de votre démarche, c'est qu'en créant ce nouveau lieu, à côté des produits de boulangerie, pâtisserie, snacking, vous proposez de nouveaux services. Vous louez notamment des salles. Ouais, alors oui, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises ou d'administrations parfois voulaient organiser des réunions un petit peu décentralisées ou des réunions d'équipe ou des choses comme ça, mais hors du contexte bureau. On s'est rendu compte que pour la personne qui voulait organiser ça, c'était assez compliqué, on va dire. Il fallait trouver le lieu, il fallait trouver ce qu'on allait manger au petit-déj, prévoir le café, prévoir à manger pour le midi si c'était sur toute la journée, enfin bon. Un peu fastidieux. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas nous proposer ça, puisque finalement, si les personnes veulent prendre un petit-déj, on a tout sur place, on peut proposer une formule. Si les personnes veulent déjeuner sur place à midi, là aussi, ils peuvent laisser leurs affaires dans la salle de réunion et aller manger
sur la terrasse ou dans la salle de restauration, ou même manger en travaillant, c'est comme ils le souhaitent. Donc, on s'est dit, pourquoi pas proposer ce service-là, une pièce où il tient 10 à 12 personnes, et on peut se faire une réunion en petit groupe, mais pas que réunion en fait. Je veux dire, j'ai eu aussi un groupe d'écrivains qui est venu et qui voulait, je pense, trouver l'inspiration ensemble et discuter. Ils ont pris la salle tout un après-midi. J'ai eu aussi une famille qui est venue juste pour le temps de déjeuner, mais qui voulait un espace un petit peu clos parce qu'ils étaient en deuil malheureusement. Et ils étaient au funérarium, et c'est vrai qu'ils avaient envie de sortir un peu du funérarium, mais rester entre eux, discuter entre eux, voilà, du passage difficile dans lequel ils étaient. Et donc voilà, finalement, ça convient à plein de personnes et de sujets différents. Ouais, merci pour ces exemples. Sandra Grelier, donc vous accompagnez l'entreprise. Ce redémarrage, cette diversification, ça a généré de nouveaux besoins de formation, notamment en lien avec tout ce qui est communication, moyens informatiques, communication sur les réseaux sociaux, sur le site. Oui. Lorsque l'on s'est rencontré avec l'entreprise, donc en février 2025, on a organisé notre rencontre en 3 temps. Donc, on a d'abord abordé les projets de formation donc pour les salariés de l'entreprise, parce que la boulangerie emploie quand même 20 personnes au sein de son entreprise. Après, on a travaillé donc les projets forcément d'alternance, que la boulangerie donc recrute en alternance et a dans son ADN, donc comme beaucoup de métiers, avec une transmission des compétences, donc la transmission des savoirs au sein de la structure. Et puis, il y a un dernier volet qui sont les projets. Donc, les projets, ce sont des projets. Alors, il y a divers projets au sein de l'OPCOEP. Certains sont communs et identiques à toutes les régions du territoire, donc France entière, et d'autres sont spécifiques à chaque région, donc sont déployés selon les régions avec des thèmes spécifiques. Là, c'était le cas. Nous avions évoqué en fin de compte un projet numérique qui a été déployé au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, donc par le service projet. Donc, il y a un appel d'offres qui a eu lieu fin 2024 pour sélectionner un prestataire. La CCI du 17 avait été sélectionnée pour dispenser donc, ces formations numériques auprès d'entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Et puis, lorsqu'on a évoqué ce projet-là auprès de l'entreprise, c'est vrai que ça a fait écho avec certaines actualités, notamment le piratage dans le grossissement et dans la structuration de l'entreprise. Donc, Madame Gaborio m'a fait le souhait justement de pouvoir être accompagnée. Donc, le consultant et l'organisme de formation qui a été sélectionné pour faire cette formation-là. Donc, il y a une mise en relation qui s'est faite avec l'entreprise. Et l'entreprise a pu suivre. Donc, dans le thème numérique, il y avait 2 sous-modules, et notamment la cybersécurité. 2 petits mots, 2 précisions, Sandra. Ça a duré combien de temps et quelle était la prise en charge de la formation financièrement? Alors, la formation a duré 2 jours, donc 2 journées qui se sont faites donc, sur La Rochelle. Et puis, la prise en charge, ce sont des projets donc Nouvelle-Aquitaine. Et là, la prise en charge était de 100% pour l'entreprise sur le coût de la formation. Donc, après, le transport était à la charge de l'entreprise en fonction du lieu de la formation. Mais la prise en charge était… Donc, c'est vraiment des actions très spécifiques qui ne correspondent pas à tous les besoins de l'entreprise. Mais dès lors que ça correspond aux besoins de l'entreprise, c'est une action un petit peu clé en main pour l'entreprise. Donc, merci. Voilà. Merci pour ces précisions. Jean-Marc Tillet, on évoquait tout à l'heure la formation de responsable développement durable et RSE qu'a suivi l'une de vos collègues. Vous misez pas mal sur les formations des salariés pour accélérer sur ces défis de la transition écologique. Alors, quel type de formation, par exemple? Oui, Nicolas, la formation principale, elle est pour les utilisateurs du matériel roulant, des autocars, c'est-à-dire des conducteurs. Aujourd'hui, on a des conducteurs qui sont formés nécessairement à l'éco-conduite, comment gérer les accélérations, le freinage, la vitesse, etc. En fait, c'est une pédagogie. Chaque conducteur reçoit chaque mois un graphique avec ses consommations de carburant, par exemple. On regarde ceux qui ont consommé le moins, mais aussi ceux qui s'améliorent dans leur consommation. Et il y a un système de primes à la clé. C'est ça, à la clé, des primes. Alors, c'est quelques centaines d'euros pour les conducteurs, mais c'est fait pour récompenser à la fois les plus vertueux, ceux qui consomment le moins, mais aussi ceux qui améliorent leur consommation, leur réduction de consommation de carburant. Et ça fonctionne bien.
Oui. Sabrina Veiro, vous avez eu l'occasion de mettre en place avec Jean-Marc Tillet un réflexe transition écologique énergétique. On en parlait tout à l'heure. Hein, c'est ce diagnostic rapide d'une vingtaine de minutes pour se positionner. Quels ont été les enseignements de cet exercice? Du coup, Karine l'a précisé tout à l'heure, sur les différentes thématiques abordées dans le cadre de ce pré-diagnostic TE, nous, on est arrivé à un résultat où l'entreprise bénéficie quand même d'un fort degré de maturité par rapport à ces enjeux-là. Mais bon, il y a toujours des sources de progression à réaliser. Et donc, en fait, on a regardé avec M. Tillier qu'est-ce qui pourrait l'intéresser dans le déploiement d'une offre de service de l'OPCO-EP en lien avec son degré de maturité, etc. Et du coup, on a validé ensemble 2 points d'intérêt en fait pour lui, qui serait la mise à disposition, enfin la participation à un serious game autour de la TE et éventuellement en fonction de l'offre, peut-être un accompagnement RH transition écologique quand l'offre de service sortira au sein de l'OPCO-EP à étudier. Oui, précisément, Jean-Marc Tillet, il y a un intérêt à participer à ce type de positionnement qui est un positionnement rapide quand on est aussi avancé que vous, avec déjà pas mal de participation, d'obtention de labels, de participation à des démarches qui sont quand même très poussées. Oui, ben, l'intérêt il est majeur. En fait, c'est comme quand vous faites du vélo, soit vous pédalez, soit vous tombez. Donc, soit vous avancez, soit vous tombez. On est toujours preneur de bonnes idées. En l'occurrence, le marché, il se concentre, il faut avancer. On a beau être très mature, on est toujours à l'affût de bonnes idées. On peut passer à côté de certaines évolutions. C'est pour ça que les formations et un point de vue extérieur sont bienvenus. Oui. On est bien positionné aujourd'hui, mais la concurrence est de plus en plus forte. Il faut continuer à réduire les coûts et être je dirais, exemplaire dans notre développement. Alors, on a commencé à le voir, il y a des impacts économiques, des économies qui sont générées par ces démarches de transition écologique. Ça permet parfois d'aborder des nouveaux marchés, de conquérir de nouveaux clients. Caroline Gaborio, dans votre boulangerie, quel est le bilan économique que vous tirez des nouvelles orientations prises depuis l'ouverture avril 2024? C'est rentable? Oui, c'est rentable. Oui, c'est rentable. Au niveau des déchets, je vous disais tout à l'heure, c'est rentable. Au niveau électricité, c'est rentable puisqu'on a une part d'autoconsommation. Au niveau chauffage, c'est rentable parce qu'on a mis en place un poêle à bois cet hiver. On n'a pas du tout allumé le chauffage. C'est le poêle à bois qui faisait office de chauffage. C'est rentable parce que le matériel dans lequel on investit est programmable. Donc, du coup, il n'est pas allumé ni trop tôt ni trop tard. Et du coup, il ne faut pas le mettre en surpuissance. Enfin, vous voyez, on peut réguler les heures où le matériel est allumé et comment on le programme. Donc, c'est rentable. Tout n'est certainement pas quantifiable. Oui. C'est pas toujours évident. Quand on a de l'autoconsommation sur de l'électricité, c'est pas évident de dire qu'est-ce qu'on gagne réellement. Voilà, on peut comparer par rapport à avant, par rapport à d'autres entreprises, mais c'est pas toujours quantifiable à l'euro près. Mais je pense que de toute façon, c'est l'avenir. Donc, de toute façon, à un moment donné, il va y avoir aussi des normes. On va nous obliger à passer à des choses comme Madame disait tout à l'heure, les biodéchets, on avait plus le droit de les mettre dans les poubelles. Donc, quelque part, à un moment donné, et monsieur a raison aussi, il faut toujours aller de l'avant. Si on est le premier à le faire, tant mieux. Hein, on a un petit peu d'avance sur les autres. Mais néanmoins, tout le monde avance et monsieur a raison, il faut toujours se remettre en question et toujours avancer pour ne pas se laisser dépasser. Je pense que c'est ça. Et je pense que c'est aussi plus facile de mettre en place ces choses petit à petit, l'une après l'autre, plutôt que d'être sous l'eau et d'être obligé de tout faire d'un seul coup. Et finalement, je ne suis pas sûre qu'on fasse quelque chose de bien quand on peut tout faire en même temps. Et pour vous, on a l'occasion de le faire petit à petit, c'est bien. Et pour vous, Sandra Grelier, qui accompagnait l'entreprise côté OPCO-EP, qu'est-ce qui vous paraît intéressant à partager avec les participants qui sont connectés dans cette démarche? C'est vrai que la transition énergétique et écologique, c'est vraiment une démarche globale. Et au-delà de ces démarches-là, on se rend bien compte que les entreprises, alors ça dépend des secteurs, elles sont toutes confrontées à des enjeux, des difficultés de recrutement qui sont plus ou moins durs. Mais globalement, l'entreprise
doit faire venir en fait ces nouvelles compétences au sein de son entreprise. Et c'est vrai que la transition énergétique et écologique, ça peut être aussi un atout pour être attractif aussi sur le territoire, pour savoir garder en fait ces compétences dans son entreprise. Les investissements notamment que la boulangerie Gaborio a réalisés permettent aussi de maximiser aussi les conditions de travail des collaborateurs. Donc tout ça, ça contribue dans une démarche de fidélisation aussi des salariés de l'entreprise. Et puis après, dans une démarche globale, c'est vrai que l'entreprise peut aller jusqu'à travailler aussi ces techniques de recrutement au sein de son entreprise. On a des projets de prestation conseil notamment qui permettent de se faire accompagner sur ces thématiques-là. Ouais, de manière plus approfondie. Pour vous, Jean-Marc Tillet, est-ce qu'il y a des préconisations que vous pourriez donner aux entreprises qui veulent s'engager, qui veulent aller plus loin? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet de taille d'entreprise, de taille critique pour s'impliquer? Je dirais que la première chose, c'est de se mettre dans un état d'esprit et que la taille de l'entreprise importe peu. Avant tout, nous, par exemple, on est une dizaine de salariés, mais on donne une impulsion. Et si nous, on n'a pas cette impulsion, cette envie de travailler à la transition écologique, alors nos sociétés clientes ne suivent pas. Donc, je dirais que c'est avant tout une question, une démarche intellectuelle, à interroger ses pratiques, sa stratégie, ses choix. Et puis, de toute façon, la transition écologique, elle va dans le sens de l'histoire. Donc, ce ne sera que des opportunités de créer de nouveaux business. Kathleen Doby, vous nous avez partagé tout à l'heure un certain nombre d'actions avec des impacts économiques favorables. On aurait pu citer des informations sur les éco-gestes, des ruches pour préserver la biodiversité, la végétalisation des locaux. Sur quoi travaillez-vous actuellement ou sur quoi envisagez-vous de travailler à court terme? Alors là, on a un dossier qui est déjà pas mal avancé, c'est notamment sur les emballages de nos produits. Notamment dans la marée, on utilise à l'heure actuelle des caisses polystyrène qui sont pas recyclables et dont en fait, les collectivités ne veulent plus récupérer chez nos clients. Parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et en fait, on va bientôt mettre en place des caisses en carton amidonné qui sont 100% recyclables. Voilà, ça c'est un des dossiers qui est pratiquement, donc qui est bien avancé. Et après, on réfléchit à d'autres solutions, notamment les panneaux photovoltaïques, de pouvoir peindre nos toits avec une couleur blanche. Voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, on travaille aussi sur les films palettes, avec des films palettes qu'on peut recycler derrière. Ouais, il y a quand même déjà un certain nombre de projets. David Perret, vos homologues conseillères l'ont évoqué tout à l'heure, hein. Il y a des enjeux autour de l'attractivité, autour de l'alternance, autour des formations. Et ça a été évoqué aussi, il y a parfois des offres d'accompagnement régional. Vous avez un dispositif en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner les entreprises sur les enjeux de transition écologique énergétique et de RSE. Quel est ce dispositif ? Alors, nous avons mis en place un accompagnement conseil qui est basé sur une double compétence, c'est-à-dire RH, ressources humaines et techniques, donc surtout sur l'organisation des projets en lien avec la transition écologique énergétique. Donc, 7 demi-journées qui permettent aux entreprises de réfléchir de la stratégie en passant par l'implication des salariés, le choix des options techniques jusqu'au suivi des actions et au résultat, la mesure du résultat. Donc, c'est une action qui est prise en charge quasiment en intégralité, avec un reste à charge de 100 € la journée. Et on a déjà mené un groupe l'an dernier. On renouvelle cette année cette opération-là qui est très appréciée des entreprises. Oui, et puis il y a aussi des webinaires régionaux, et d'ailleurs il y en a un en fin d'après-midi, des webinaires que vous proposez, d'ailleurs qui sont ouverts à toutes les entreprises, hein, quelle que soit la région. Je vous laisse peut-être nous dire quelle est la thématique du webinaire d'aujourd'hui et puis du prochain webinaire à suivre. Alors, c'est notre 8e webinaire, donc l'engagement en faveur de la transition écologique et énergétique, une composante éminente de la marque employeur. Donc, comment la valoriser auprès des jeunes générations?
Donc, on va évoquer la marque employeur, le travail sur les idées reçues, les freins qui limitent l'attractivité de l'entreprise. Et puis aussi le savoir-être avec les salariés, comment garder une belle opinion de l'entreprise, même lorsque les salariés s'en vont. C'est vraiment un cheminement qu'on va aborder tout à l'heure à 17h30. Et voilà, je vous invite à observer le lien qui sera mis dans la conversation pour pouvoir nous rejoindre tout à l'heure. Il a été posté par le côté OPCO EP sur le fil de discussion. Et celui de septembre portera sur quoi? Alors, on va prendre de la hauteur, on va évoquer le défi climatique avec les différents scénarios du changement. On va de la sobriété au développement économique. Et face à ces différents scénarios, comment les entreprises peuvent se positionner en fonction de leurs propres enjeux. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de prendre du recul et de faire des choix de long terme qui ont des conséquences dès maintenant. Voilà. Oui. Merci David. Alors on poursuit sur les ressources, les outils qui sont à votre disposition. Karine Brunel, l'offre de service de l'OPCO au niveau national est en cours d'évolution et il faut peut-être d'abord citer, ça a été posté dans le lien par vos collègues, une plateforme de ressources gratuites qui s'appelle Edflex. Qu'est-ce qu'on y trouve sur cette plateforme ? Oui, alors effectivement, sur cette plateforme Edflex qu'on a restructurée pour qu'elle soit effectivement plus lisible et plus facile d'accès pour les entreprises, mais aussi les salariés, puisqu'effectivement, Nicolas, vous venez de le préciser, elle est complètement gratuite. Donc l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir faire de la sensibilisation sur la transition écologique et énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver sur cette plateforme? Des formats assez variés, des podcasts, des vidéos, des articles, des webinaires, notamment ceux qu'on a déjà réalisés, et puis ceux qui seront à venir dans les prochains mois. L'architecture donc de cette plateforme a été complètement revue, je viens de le dire, avec différentes rubriques, notamment Découvrir, qui permet on va dire, de faire un premier niveau de sensibilisation, notamment avec une thématique qui s'appelle la transition écologique et énergétique, quels enjeux. On a également sur cette partie-là 20 micro-learning d'environ 3 minutes qui ont été réalisés par l'année dernière la région Occitanie, qui permet en fait de sensibiliser en tout cas les entreprises à ce qu'est la transition écologique et leurs impacts sur des formats vraiment extrêmement courts. On peut aussi choisir d'aller plus loin pour approfondir effectivement ces sujets avec par exemple un sujet qui concerne l'économie circulaire, économie circulaire et les 7 piliers à connaître qui peut effectivement intéresser certaines entreprises. Il y a beaucoup d'autres sujets aussi qui peuvent être évoqués. Et puis dans une troisième rubrique où là on va effectivement amener l'entreprise à passer à l'action avec notamment les principaux dispositifs qui concernent la transition écologique énergétique et disponibles pour les très petites entreprises et les PME. Donc, oui. Effectivement, ça permet globalement, chacun peut y retrouver des ressources qui peuvent l'intéresser et rendre également accessible à ses salariés. Sur cette plateforme, en fait, il suffit simplement de s'inscrire avec une adresse mail pour pouvoir avoir un libre accès à la totalité des ressources qui sont déposées. Alors, on poursuit avec des infos pratico-pratiques. Il y a des formations en lien avec la transition écologique et énergétique qui sont proposées. Tout à l'heure, on a parlé de la formation de référent TEE qui sera disponible à l'automne. Mais à l'automne, il y aura d'autres formations également qui vont être proposées. Alors, quelle formation, quelle thématique et selon quelle modalité en termes de durée et de financement, Karine ? Alors oui, effectivement, donc je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on va lancer notre offre de service pour les actions collectives, notamment sur la thématique de la transition écologique et énergétique, mais pas que. On a parlé tout à l'heure du numérique, mais ça fera l'objet d'une autre communication. Donc sur la transition écologique et énergétique, les formations proposées seront les éco-gestes, l'éco-conduite, là pour le coup, plutôt réalisées évidemment en présentiel, maîtriser sa facture énergétique, les achats responsables, devenir référent en transition écologique énergétique, on en a parlé lors de ce webinaire,
valoriser son engagement éco-responsable et puis les fondamentaux de la RSE, puisqu'effectivement, on peut aller plus loin aussi que la transition écologique et énergétique pour effectivement évoluer sur la RSE. Les formats proposés sont des formats plutôt courts, justement pour qu'ils soient facilement accessibles aux entreprises, sur des durées qui vont de 1 à 3 jours grand maximum, qui peuvent être en présentiel dans les régions et qui seront également proposés en parallèle en distanciel pour justement faciliter l'accès à cette formation. Le coût des formations pour les entreprises de moins de 50 salariés, elles sont 100% financées. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, elles seront financées à hauteur de 50%, les 50% restants étant à la charge de l'entreprise. Et puis, il y a un autre pilier de l'offre de service des OPCO, ce sont les appuis à la stratégie des diagnostics assez approfondis qui nécessitent l'accompagnement de consultants spécialisés. Oui, effectivement, Nicolas, on a donc lancé au mois d'avril dernier ce qu'on appelle l'accompagnement diagnostic transition écologique et ressources humaines de l'entreprise, qui permet de mettre en place au sein d'un même diagnostic des compétences à la fois d'un consultant expert sur les éléments techniques qui ont d'ailleurs été évoqués lors de ce webinaire, puisqu'on est quand même sur une thématique qui est aussi technique, donc avec un consultant spécialisé sur cette dimension-là, et puis également lors de ce même diagnostic, un consultant qui va plutôt être orienté sur le volet organisation et ressources humaines, qui va permettre justement d'accompagner l'entreprise sur la partie mise en œuvre en fait et plan d'action opérationnel avec souvent l'application évidemment des salariés. Donc ça se fait par un consultant spécialisé, un cabinet conseil spécialisé qui va proposer et mettre en son sein les deux niveaux de compétences au sein d'une même prestation, sélectionnée par les soins de l'OPCO-EP. Donc pour ce faire, il faudra se mettre en relation avec le conseiller dont on remettra tout à l'heure les coordonnées. La durée moyenne de ces prestations, c'est assez court, de 5 à 7 jours selon la taille de l'entreprise, qui peuvent évidemment s'échelonner sur plusieurs mois, le temps nécessaire pour s'approprier les changements qui seront à mettre en place au sein des entreprises. Il est financé désormais à 80% pour les entreprises de moins de 50 salariés et à 50% pour les entreprises de plus de 50 salariés. Petite question, Karine. Un participant nous demande, est-ce réservé aux entreprises de plus de 11 salariés? Alors, je pense qu'on était déjà en fait sur les formations à l'automne, les actions collectives autour des thématiques transition écologique. Est-ce réservé aux entreprises de plus de 11 salariés? Du tout, en fait, les formations sont accessibles à tout le monde. Enfin, les formations et les diagnostics sont accessibles à tout le monde. Ce qui va changer, en fait, c'est la prise en charge. Donc, je répète bien, les entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire de 1 salarié à 49 salariés, pour ces entreprises-là, la prise en charge pour les formations est de 100%, donc gratuite pour ces entreprises, pour faire simple. Et pour la partie diagnostic, ce sera 80%. Donc, il restera un reste à charge de 20%, donc pour ces entreprises de moins de 50 salariés. Ouais, merci pour ces précisions. Alors, je vous propose un quiz pour terminer ce webinaire. Un quiz qui a été élaboré, formulé par les équipes de l'OPCO des entreprises de proximité, qui apparaît sur votre écran. Et vous avez le choix de plusieurs réponses possibles à court ou moyen terme sur les enjeux de transition écologique et énergétique. Seriez-vous intéressé par… Il y a 5 possibilités qui vous sont proposées. Encore une fois, vous pouvez cocher plusieurs cases. Un diagnostic rapide de votre maturité, c'est le réflexe TE dont on a parlé. La plateforme gratuite de contenu que Karine vient de présenter. De nouveaux webinaires, de nouveaux ateliers. Des formations techniques thématiques spécialisées ou encore un accompagnement par un consultant. Là aussi, on vient d'en parler à l'instant. Et voilà, je vous propose de vous laisser une quinzaine, vingtaine de secondes. En attendant, Karine est en train de répondre à la question qui s'affiche dans le fil de discussion. Quid de l'entreprise qui appartient à un groupe, j'imagine, par rapport au seuil de 50 salariés. Et Karine, alors, si vous avez la réponse, vous pouvez peut-être répondre d'ailleurs en direct à cette participante.
Alors, votre Oui, métier, effectivement, ouais. ce sera plus simple. Oui, alors si l'entreprise appartient à un groupe, en fait, la question des groupes est un petit peu plus délicate à analyser. En fait, ça dépend simplement de l'entité qui va déposer la demande. C'est-à-dire que si au sein du groupe, vous avez une entreprise qui a 9 salariés, typiquement, la modalité, donc elle pourra évidemment s'inscrire. Dans tous les cas de figure, la personne peut s'inscrire. Comme je disais, ce qui va changer, c'est le financement. Si cette entreprise qui appartient au groupe a moins de, par exemple, à 9 salariés, typiquement, elle devient, ce qui va lui être applicable, c'est le financement inférieur à moins de 50 salariés. Donc, ce sera 100% de prise en charge pour la formation ou 80% de prise en charge pour le diagnostic. Alors, on découvre les résultats du sondage. 28% des participants seraient intéressés par la plateforme gratuite de contenu, 24% par des formations techniques thématiques, 17% par un diagnostic de maturité, des nouveaux webinaires ou un accompagnement par un consultant qui arrive à peu près au même niveau. Karine, ça nous permet peut-être de clôturer ce webinaire sur les projets et les prochains webinaires de l'OPCO EP qui devraient faire un focus sur une partie de l'offre de service. Alors, le prochain webinaire qui est prévu sera plutôt orienté, on va dire, a priori sur une branche, enfin l'accompagnement d'une branche professionnelle sur un diagnostic qui a été réalisé. Je pense donc ça ce sera plutôt au mois d'octobre a priori. Et ensuite, on mettra en place 2 webinaires sur plutôt un format un peu interbranche, voilà, sur des thématiques qui vont effectivement nous permettre de reparler de cette nouvelle offre de service que nous allons lancer donc à partir du mois d'octobre, notamment ces actions collectives de formation. Et puis, on pourra aussi faire un retour d'expérience sur les premiers diagnostics transition écologique et ressources humaines dont je viens de parler, pour voir un petit peu les premiers retours d'expérience sur les entreprises qui auront mobilisé ces diagnostics-là, en faisant parler ensemble une entreprise, un consultant et un conseiller. Merci Karine, un grand merci à tous nos intervenants, aux 3 représentants des entreprises, aux 3 conseillers de l'OPCO EP qui nous ont éclairés et qui ont livré des témoignages très concrets, très opérationnels sur les démarches mises en place et sur leurs projets. Merci vraiment à tous les 6 et merci aux participants connectés d'avoir suivi nos échanges et d'y avoir contribué. Bon après-midi à toutes et tous.